Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans cette autre émission Interrogeons-nous. Ce matin, nous allons nous interroger sur la question écologique en Afrique. L'idée étant de voir quels peuvent être les obstacles au développement de notre Afrique que nous chérissons tant. Nous faisons des efforts pour trouver dans notre environnement des éléments qui nous permettent de nous développer, d'accroître des possibilités économiques et de structurer nos politiques. Mais il se trouve que désormais, nous n'avons pas droit, il faut le dire ainsi, ou bien il y a des relents de politique internationale qui nous empêchent, au moyen, entre guillemets, de quelques compensations que nous ne voyons pas de manière pratique, la possibilité de toucher à notre environnement pour nous créer des possibilités de développement. Et face à ce que nous pouvons considérer comme un obstacle, mettons encore des guillemets à ce thème, nous avons voulu nous interroger. Et c'est pour ça que nous avons fait venir le professeur Mouchili ce matin pour qu'ensemble nous puissions examiner les contours de cette question sur l'Afrique ou bien en Afrique. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour, comme d'habitude, je suis heureux d'être à cette émission. Merci infiniment, professeur Mouchili. Professeur Mouchili, commençons par l'illustration sur le bassin du Congo qui couvre 4 millions de kilomètres carrés, qui est désormais considéré comme un patrimoine commun de l'humanité que nous devons préserver pour le bien de la planète. Est-ce que un tel contrat, appelons ça comme ça, fait par les politiques africaines en collaboration avec les politiques internationales ne vous dérange pas quand même un peu? Bon, disons que dans le système de développement, on utilise toujours les ressources à la disposition de chacun pour connaître un progrès ou une croissance dans son économie. Mais lorsque il existe désormais une interdépendance entre les États et que, parce que nous vivons dans le même écosystème, parce que tout le monde entier milite vit dans sur la même terre, et on a compris que le réchauffement climatique, même s'il est provoqué à l'ouest du monde, l'Est n'est pas en souffrir. Mais faire en sorte que votre patrimoine, qui peut aussi constituer une base pour structurer une économie, devienne un musée à ciel ouvert, ou alors une réserve mondiale, vous oblige à chercher les voies pour vous développer ailleurs qu'à partir de ce patrimoine qui peut servir à ce développement. Mais la grande difficulté est que les pays qui se trouvent dans cet espace ne sont pas ceux qui décident de façon directe de faire de cet endroit une réserve mondiale. Même si c'est pour un bien commun de l'humanité, qu'est-ce qui peut faire comprendre que les mesures de compensation proposées par ceux-là qui demandent de ne pas y toucher pourraient être équivalents ou supérieurs à ce que vous aurez pu avoir par vous-même pour vous autofinancer comme pays en développement? C'est ça la grande question. Et les conditions dans lesquelles vous êtes assisté pour votre développement peuvent-elles vous permettre de vous sentir aussi libre dans les choix de politique, même de ce développement? En effet. Si il y a des rapports qui ne cadrent pas, des rapports internationaux qui ne cadrent pas avec les intérêts de chacun, selon qu'on est possesseur de cette réserve mondiale, ou qu'on invite autrui à ne pas utiliser cette réserve qui est la sienne, mais qui doit devenir réserve mondiale,
à ce niveau de coopération diplomatique ou bien de politique internationale sur la question de l'environnement, à qui profite la réserve? À la survie de tous, parce que c'est la raison évoquée, ou alors à la permanente décroissance des pays qui possèdent cette possibilité de décoller, mais n'en font pas usage. C'est des questions qui restent sans réponse. Parce que quand même il faudrait développer ces ressources, dans notre position dans le système de relations internationales, ça sera difficile qu'on ait nécessairement ces moyens. Faut-il faire aujourd'hui, ou bien créer une ère Meiji, comme les Japonais l'ont fait sous Mitsuhito, en envoyant la jeunesse développer les capacités scientifiques d'ingénierie ailleurs, ou alors avons-nous déjà un sous-bassement scientifique au vu de l'état de nos universités, nous permettant de fabriquer par nous-mêmes les conditions de notre développement et être capable de croire que ce n'est pas à partir des politiques de compensation du respect de la réserve mondiale qu'est le bassin du Congo qu'on pourra peut-être se... Est-ce que cette compensation suffira pour nous permettre de nous élever? Ouf, avant de revenir sur la compensation, remarquons que dans le même temps, dans beaucoup de villes africaines, on voit des camions de billes de bois continuer de sortir des forêts en allant vers des ports pour être envoyés vers des pays étrangers. On a envie de s'interroger, est-ce qu'on est sérieux? C'est-à-dire que si effectivement la question se pose, vous vous souvenez que la dernière fois, nous sommes sortis de l'émission sur la question écologique en demandant si la question n'était pas à tête chercheuse. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'en même temps, on soit en train de préserver certaines réserves et qu'on soit en train de... Parce que le bassin du Congo n'est pas l'unique réserve en Afrique, par exemple. Il y a l'Amazonie qui existe. Il y a même, en dehors du bassin du Congo, il y a d'autres espaces aussi en Afrique qui continuent d'avoir de grands arbres et tout ça qui peuvent participer à protéger la planète. Mais comment se fait-il qu'on ait jeté l'hypothèque sur le bassin du Congo et que les autres arbres, est-ce que les autres arbres ont des valeurs différentes que les arbres qui sont dans le bassin du Congo? Vous comprenez un peu, oui. Ça, pour moi, c'est une frustration. Oui. Il y a des réserves, c'est vrai, mais ça ne signifie pas qu'on cesse d'avoir besoin de meubles. En effet. Mais il faut savoir que ces arbres qui sortent, des billes, des troncs d'arbres qui partent à leur état naturel, sont tout simplement la preuve de notre incapacité à transformer par nous-mêmes nos matières premières. Oui. S'il fallait considérer un camion comme une preuve, il faudrait dire autant de camions, autant de preuves d'incapacité de développer par nous-mêmes nos richesses, nos ressources naturelles. Bon, maintenant, c'est nous qui n'avons pas, en faisant comme on fait là, nous n'avons pas la possibilité d'inverser le sens de l'imposition diplomatique. Puisque nous vivons un système diplomatique qui s'impose à nous, avons-nous la capacité d'inverser le sens de la même imposition? Puisque dans les relations humaines, dans le fond de la subjectivité de ces relations, personne ne partira jamais dans le monde de la diplomatie en pensant qu'on traite d'égal à égal. Dès le moment où on sait ça, on doit pouvoir penser la possibilité d'inversion du rapport de force. C'est difficile, c'est fastidieux, mais c'est possible. C'est possible si on sait capitaliser le temps, si on sait orienter les ressources humaines que nous avons dans nos différents pays. Si le sens du patriotisme tant vanté est
sérieux, réel, fidèle à son étymologie. Mais lorsqu'on n'est pas dans ces considérations, on aura toujours l'impression qu'il faut donner à d'autres l'occasion d'exploiter. Pourtant, nous avons l'intelligence nécessaire pour le faire. Mais il n'y a donc pas un miracle à opérer en ce moment. Nous sommes obligés d'accepter que notre propre végétation soit considérée comme un musée à l'échelle ouverte et à l'échelle mondiale. Quand ça devient une chose, devient le patrimoine mondial, alors même qu'on parle de la souveraineté des États, c'est à nous de savoir si nous voulons être souverains. Plusieurs fois, dans nos différents pays, on a levé la fin de l'exploitation. C'est-à-dire, on dit, d'ici 5 ans, tel pays X n'exploitera plus le bois à l'état brut. Mais quand la date arrive, on dit non, on repousse à 5 autres années. Ça veut dire que pendant les 5 ans, il fallait développer une industrie capable de transformer par nous-mêmes. Oui. On n'a rien fait et il faut. Et ne vous attendez pas à ce que ce qui vous rendra fort se fasse à partir du partenariat à l'échelle internationale. Oui. Ça, ce sont des politiques internes qui se font dans les laboratoires internes pour des intérêts internes à chaque État. Et c'est davantage la science qui doit en être, qui doit faire les propositions. La science doit faire les propositions. Et pour vous relancer par rapport à la question de la compensation tout à l'heure, je vous ai coupé un peu, c'était sciemment parce que je voulais nous situer par rapport à ces coupes de bois. Sur la question de la compensation, pour compenser, il faut aussi remarquer que c'est encore celui qui demande de ne pas couper qui définit la compensation. Qui définit la compensation. Oui. Ça veut dire que nous n'existons pas à l'échelle des relations internationales. Oui. Ou alors, si nous existons, c'est juste pour alimenter le dialogue ou bien le discours sur les relations internationales. Oui. C'est-à-dire introduire de nouvelles hypothèses ou bien de nouveaux sujets de débat. Mais si on pouvait nous déposséder de cette terre sans avoir négocié avec nous, on le ferait. Mais aujourd'hui, qu'on sait que quelle que soit la force de chacun, personne n'est sûr d'être capable de gagner toutes les guerres, alors on essaye de négocier en vous disant non, vous n'avez pas le droit de faire telle chose. Cependant, on voit un républicain qui arrive au pouvoir aux États-Unis qui dit non, retour au charbon, retour à tel. Oui. Et la communauté internationale ne peut que regarder et parler. Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il n'y a que le développement technologique qui va constituer le pilier sur lequel nous allons nous appuyer pour donner des réponses valables et considérables à nos partenaires internationaux. Oui. Voyez-vous, tant que nous serons aussi à la traîne technologiquement, on n'aura jamais la force d'opposer ou bien de développer un argument qui pourrait être accepté à l'échelle internationale. Donc, les relations internationales, ce sont des rapports de force. Et dans les rapports de force, les faibles subissent la vision des puissants. Prof, est-ce que vous pensez qu'il est temps que nous mettions dans nos systèmes universitaires des filières qui étudient la question écologique? Non, peut-être pas dans son aspect, dans sa dimension militante, mais dans sa dimension scientifique. Parce qu'il est, à mon avis, difficile de négocier en face d'interlocuteurs alors qu'on n'a pas d'éléments scientifiques pour prouver ce qu'on veut dire. Non, dans nos universités, il existe des sciences environnementales. Mais seulement, nos sciences dans nos universités, généralement des pays du tiers-monde, sont des sciences qui restent dans les laboratoires. Donc la question c'est, comment faire pour sortir notre capacité, notre ingénierie écologique des laboratoires? Voyez-vous, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Oui. Bon, mais il faut l'éternel problème de financement, l'ouverture à l'autre, l'inscription dans les relations internationales d'un système de joint venture sérieux, assaini et, comment je peux dire,
non corrompus. Parce que nous faisons, je suis en train de lire un ouvrage, j'oublie le nom de l'auteur, mais le titre de l'ouvrage c'est L'éloge de l'hypocrisie. Les relations internationales sont fondées sur un principe de promotion de l'hypocrisie. Alors que penser le développement à l'intérieur d'un pays doit évacuer tout ce qui existe comme hypocrisie dans sa structure méthodologique. Voyez-vous? Parce qu'il faut un sens élevé de patriotisme pour qui nous amène à un niveau tel que nous comprenions qu'un pays ne peut pas être développé. Un pays doit se développer. Si nous attendons être développé par d'autres, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons que nous développer. Il n'y a pas un pays qui va vous dire on va vous développer si vous n'utilisez pas les réserves du bassin du Congo pour les bois de chauffe, pour votre usine, pour votre industrie. Non. Nous devons avoir une politique de rectification de la perception qu'on a de l'écologie jusqu'ici et savoir ce qu'on peut faire de ces bassins du Congo tout en ne créant pas un risque d'extinction de la planète. Voyez-vous? Parce que la planète est comme un être vivant. Mais est-ce que parce que naturellement nous avons trouvé la végétation du bassin du Congo dans l'espace qu'on appelle le bassin du Congo, est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas entreprendre d'avoir un type de végétation pareil, un tel type de végétation à un autre endroit du monde? Puisque en créant cette nouvelle végétation, on va créer un microclimat à cet endroit qui pourra créer les mêmes effets que crée le bassin du Congo. Du Congo, oui. Pourquoi croyons-nous que l'investissement dans le renouvellement écologique ne peut pas porter à la richesse? Non, moi je pense qu'il faut seulement diversifier les modalités d'approche technologique dans la conception du développement. Et c'est possible. Tout à l'heure, dans une autre émission, nous avons parlé de la science qui est la recherche des possibles. La possibilité que nous vivons n'est pas la seule variante de la science possible. Il y a d'autres variantes qui pourraient être favorables au maintien de l'équilibre de l'écosystème. Mais comment faire pour y arriver? C'est orienter l'investissement scientifique. Ne pas développer seulement comme si on était dans une logique de suivisme impérial. Parce que la structure industrielle contemporaine est fondée sur une logique d'impérialisme. Ce n'est pas fondé sur une logique de développement sincère de chaque État. Mais la volonté de faire dépendre toute la communauté internationale d'efforts qui structurent même le système de financement dans la science est tel que on ne peut pas dans ce tourbillon imaginer la possibilité de faire la science autrement. C'est pour dire que quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, il n'est pas question de réduire sa culture technologique, mais il est question de varier les orientations technologiques, quitte à accroître l'activité technologique. Parce qu'aucune politique de décroissance ne peut permettre de sortir l'humanité, disons, de l'état de sous-développement. Oui, oui. Prof, remarquons aussi, quand nous préparions l'émission, on a voulu évoquer la question de la société civile. Vous avez la société civile africaine aujourd'hui qui se manifeste à travers des projets associatifs, qui formulent des projets en tenant compte et qui seront financés parce qu'ils ont tenu compte de la dimension écologique. Et je dis bien que cette dimension écologique, très souvent présente dans les projets de développement, c'est une dimension militante et très rarement scientifique. Est-ce que une telle
une telle posture ne vient pas biaiser l'effort que les États peuvent faire, même s'ils comptaient le faire? Disons que la société civile se fonde sur quoi? Avec quelles ressources humaines? C'est à ce niveau. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une société civile. Il faut avoir une société civile avertie. C'est-à-dire techniquement, scientifiquement. Parce que nous avons plus de sociétés civiles qui empruntent toujours la voie politique lorsqu'il faut défendre même l'agriculture. Voyez-vous? Comme si on avait déjà suffisamment développé l'ingénierie agricole pour penser maintenant à défendre celle-ci à partir des contestations politiques, des revendications politiques. Il faut bien qu'on sache que chaque maillon de la chaîne sociale doit jouer profondément son rôle. Dans nos États d'Afrique subsaharienne, on a plus l'impression que toute question relève du politique. Mais si on sait que l'État a des fonctions régaliennes et que les investissements à chaque niveau, à chaque strate de la société correspondent à ce qui est, disons, correspond à ce qu'on souhaite, ce qui pourrait satisfaire la réalisation des projets, alors on verra que politiquement on sera développé, scientifiquement on sera développé, et on aura une société bien structurée, urbanisée, et le politique ne sera plus en train de procéder par un interventionnisme pour que la société bouge, avance. Le problème est davantage structurel. Comment avons-nous pensé l'université, la formation secondaire ou primaire, et pour quel débouché, pour la formation de quel type d'homme, qui vivra dans quel contexte, avec qui et avec quoi, comment va-t-il vivre dans ce contexte? Est-ce qu'on a essayé d'articuler ces différents niveaux de la structure sociale pour savoir comment on sera désormais capable de porter notre développement qui généralement n'existe que théoriquement et dans les discours sans jamais être le vécu quotidien de la population africaine. Il faut bien qu'on fasse confiance à la population africaine, et la confiance qu'on met en la population africaine, c'est la qualité de la formation que celle-ci reçoit et la qualité des libertés qu'on leur donne pour qu'ils soient enfin capables de se positionner dans le système mondial qui est essentiellement compétitif et concurrentiel. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, si on ne déploie pas dans la mentalité de l'Africain la nécessité, c'est-à-dire le principe qui justifie la nécessité pour lui de ne travailler que pour le développement de son propre continent, il continuera à croire que lui qui consomme du riz thaïlandais est supérieur à l'Africain qui consomme du riz africain. Voyez-vous? Donc il s'agit ici d'une décolonisation des mentalités. Parce que la colonisation, l'esclavage, nous ont fait beaucoup de tort. Nous ont causé beaucoup de tort. Et aujourd'hui, il faut s'en débarrasser. Il faut croire que nous sommes des Africains et que nous vivons dans un continent qui peut être admiré par les autres et que nous n'avons pas à aller échouer dans l'île de Lampedusa avec tout cela que cela comporte comme transport de fortune, des gens qui quittent l'Afrique pour aller chercher le bonheur. Pour aller chercher le bonheur ailleurs. Oui, la Méditerranée est devenue aujourd'hui plus un cimetière que toute autre chose. Professeur Mouchili, en vous écoutant, je me suis posé la question de savoir, peut-être qu'on fait beaucoup de propagande politique, mais qu'on ne fait pas, j'ai pas envie de dire, suffisamment de publicité sur les travaux scientifiques. C'est-à-dire que ceux qui vont écouter l'émission
sont très peu d'ailleurs, qui vont choisir de venir cliquer sur une émission qui porte sur l'écologie. Ils seront plus à même à aller cliquer sur une émission qui porte sur la politique ou la danse que de venir sur une émission d'écologie, une émission qui a une réflexion scientifique. Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est la science qui est en face d'un popularisme qui se constitue et qui s'accroît tout le temps. Est-ce qu'il n'est pas temps que la science ait ses outils de communication? Disons que quand l'Occident a atteint un certain niveau de développement, il a ouvert la porte à beaucoup de distractions. Parce qu'il fallait au moins déstresser. Le travail continue, stress. Et tout est arrivé de façon opportune. Il se trouve que nous en Afrique, non, ça signifie qu'en Occident, ils sont en train de vivre une sorte de récréation. Mais nous en Afrique, on a l'impression qu'il faut commencer notre développement par la récréation. Or, les autres ont travaillé avant de penser à la récréation. On a pu créer la Coupe du Monde, on a de football, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme loisir. Mais nous, à un certain moment donné au Cameroun, on disait que c'est l'équipe nationale qui fait le ferment de l'unité nationale. Parce que l'équipe nationale est une idéologie. Si le football pouvait développer un pays, je ne pense pas qu'il y aurait un pays plus développé que le Brésil aujourd'hui. Parce qu'ils sont arrivés au sommet en football. Nous avons à travailler, à nous fatiguer et à penser au loisir pour sortir de la fatigue. On ne va pas en vacances quand on est en chantier. Nous vivons un peu comme si on était en vacances. Or, le chantier est énorme et exige que nous soyons en train de travailler en permanence. Il n'est donc pas question de penser que les politiques d'aide qui nous sont promises pourraient développer nos pays à la place du travail que nous devons faire pour que nos pays se développent. Voyez-vous? Et cette mentalité paresseuse caractérise la grande majorité de la population d'Afrique subsaharienne. Je le dis pourquoi? Parce que même dans l'expression des besoins de la jeunesse, on ne va pas crescendo. Il n'y a aucune logique de suivi. C'est-à-dire on n'adapte pas ses besoins à ses capacités de travail. Voyez-vous? Mais allez dans les rues, vous allez voir des enfants de classe de 6e, de première, avec des iPhones, des dernières générations. Parfois, ils n'ont pas fini la scolarité. Parfois, oui, même quand même ils ont fini la scolarité, peuvent-ils être plus intéressés par leur cahier que par leur iPhone? C'est vrai que dans Internet, aujourd'hui, c'est un moteur de recherche. Mais on n'a pas besoin d'un iPhone pour avoir le moteur de recherche. Mais il faut continuer à lire les livres qui continuent à éduquer plus que les bribes, les informations partielles que nous recevons d'Internet. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et même avant d'avoir ça, il faut avoir une culture de l'usage des gadgets de la technoscience. Voyez-vous? Quand quelqu'un vous dit que j'ai choisi ce téléphone parce qu'il y a plusieurs options, les options qui ne servent pas à la communication servent à quoi? Puisque nous ne sommes pas dans une société industrialisée où le système économique est totalement informatisé et où pour commander une boîte de riz, il faut utiliser une option qui existe dans iPhone. Nous avons encore un système économique embryonnaire, rudimentaire, et nous avons dans nos villages encore le système de troc. Est-ce qu'on peut faire le troc à partir de iPhone? Je ne dis pas qu'il faut être complexé par rapport à ces appareils et ne pas les avoir. Mais je dis que l'expression de nos besoins doit dépendre de notre capacité à travailler.
Voyez-vous? Et nous devons aller par une échelle de priorité. Oui, parce que nous pensons aujourd'hui que la voie des raccourcis pourrait nous aider à être capables de surmonter, donc de répondre à nos besoins. Et il existe des mots qui, par exemple, ne sont propres qu'aux Camerounais. La fémania, voyez-vous, le fétichisme. Tous ces raccourcis ne servent pas à développer un pays. Est-ce que vous croyez que ce que nous mettons par an, en tant qu'individu, dans l'achat de ces gadgets qui ne répondent même pas parfois à notre contexte social ou économique, par an, on n'aurait pas dû orienter ces efforts financiers dans, par exemple, les adductions d'eau en zone rurale. Nous avons un manque criant à tous les niveaux et au niveau les plus basiques. Mais nous choisissons de vivre comme si nous avons fini de développer nos pays. Un développement ne commence pas par la récréation. Le développement commence par l'effort. Et la récréation n'est qu'un temps de pause permettant de se reconstituer énergiquement pour reprendre le travail. Merci infiniment, professeur Mouchili. J'annonce à nos téléspectateurs que la prochaine fois, nous allons discuter sur le cerveau. Parce que il nous semble que c'est l'organe humain qui nous permet, on va voir comment est-ce qu'il fonctionne, pour voir comment est-ce que nous pouvons parvenir à faire des choix qui sont des choix rigoureux, des choix nécessaires, des choix utiles. Ça signifie que nous travaillerons sur ce qui définit la compétence de l'homme. Okay. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission sur la question écologique et sa perception. Comment est-ce qu'on peut la comprendre en Afrique? Merci pour tous les travaux que vous faites, pour toutes les réactions que vous nous envoyez, pour que nous puissions avancer dans ce projet qui ne vise qu'à se servir de la science comme moyen de progrès pour notre Afrique que nous aimons tant. N'oubliez pas de vous abonner.